Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source qui vous offre une vision et un éclairage unique sur l'industrie du sport et du divertissement. Toutes les 2 semaines, leaders de l'industrie et personnalités du sport partageront leurs visions, leurs astuces et les nombreuses facettes de notre écosystème. Nous vous ferons rencontrer d'anciens athlètes et hauts dirigeants d'organisations sportives, d'entreprises de médias et de technologies, de sponsors et d'agences numériques. Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Le Corner. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir David. Salut David. Salut Samuel. Bienvenue dans nos bureaux. Merci. Tu as été la recommandation de Stéphano, donc on est content de t'avoir avec nous, qui a un peu parlé, qui avait commencé à parler de ce qu'il faisait avec vous chez DAZN, et il m'a dit je lui ai demandé qui interviewait derrière, il m'a dit franchement va voir David, il a des super choses à raconter, donc on est vraiment ravis de t'avoir. Très sympa Stéphano, merci beaucoup. Donc déjà, on a pour habitude de laisser nos invités s'introduire eux-mêmes. Donc si tu peux nous faire une petite présentation de qui est David, pas seulement sur la partie professionnelle immédiate, mais plutôt ton parcours, ton background, pour que notre audience comprenne bien. Ok, alors maintenant j'ai l'habitude bizarrement par commencer par le perso. J'ai un enfant, ça a changé ma vie malgré tout. Donc voilà, j'ai un enfant, j'habite en région parisienne, j'ai 36 ans maintenant. J'ai l'habitude de dire que j'ai 3 passions dans la vie. Le sport, ça m'a guidé en premier lieu en tant qu'athlète. Je suis un ancien athlète de haut niveau. Je vais faire le coup sport de combat, karaté, taekwondo. Je vais faire le coup des croisés, mais c'est vrai. Et 2 fois. J'ai toujours essayé de faire mieux que les autres, tu vois. Donc 2 fois les croisés à droite, 1 fois les ménisques à gauche. Donc ma carrière s'est terminée à 16-17 ans, tu vois. J'avais fait plus de centres de rééducation en jeune que vraiment sur les terrains. Ouais. Donc, mais en tout cas, voilà, le sport, première passion. Deuxième passion, la bouffe. J'adore manger et ça m'a guidé dans mon expérience. Alors, pas dans le domaine du sport, mais ça a quand même induit pas mal de choix. En l'occurrence, j'ai beaucoup bossé avec Michel et Augustin, start-up qui est assez connue, je pense. On a commencé, on était une dizaine et je suis parti de la boîte, 150 personnes à peu près, vendu à Danone. Et la 3e passion, c'est l'entrepreneuriat. Et j'ai eu la chance d'être entrepreneur dans mes expériences professionnelles, mais aussi en dehors, en créant ma boîte notamment, plusieurs projets. Et voilà, après que te dire là-dessus, le niveau des études, alors on en parlait juste avant en off, mais on a un parcours assez similaire. Moi, j'ai fait STAPS comme bon sportif qui se respecte. J'ai bossé à Decathlon pendant mes études. Et ce côté, on va dire aussi appétence pour le monde de l'entrepreneuriat. Pendant 2 ans, en fait, j'ai fait un master en économie-gestion, parce que j'ai fait master 1 en STAPS. Après, je me suis dit, voilà, STAPS, il faut que je fasse un truc un peu plus sérieux, on va pas me prendre, voilà. Ouais. J'ai postulé pour plein d'écoles de commerce. J'ai été pris à toutes, j'ai de la chance, dont le SCP notamment, mais j'y suis pas allé. Ouais. J'ai décidé d'aller à fac, parce qu'en fait, j'avais pas l'argent pour me payer le SCP, mais j'avais juste le défi un peu de dire, vas-y, je tente le concours et on voit. Et c'est passé, mais finalement... j'avais pas 20 000 euros à mettre dedans. Donc, je suis allé à la fac. Je suis allé à Assas, master d'éco-gestion en entrepreneuriat. Et j'ai fait un alternant chez Croissance Plus, ouais. Association d'entrepreneurs. Donc, en gros, pour faire simple, lundi, mardi, mercredi, j'étais en cours. Non, lundi, mardi, j'étais en cours. Mercredi, jeudi, vendredi, j'étais en alternance chez Croissance Plus. Et samedi, dimanche, j'étais vendeur chez Decathlon. Voilà. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Et après, j'ai rencontré Augustin de Michel et Augustin, ouais. Grâce à Croissance Plus. Tu dis ok, d'accord, vas-y. Ouais, grâce à Croissance Plus, il était membre de Croissance Plus. Je rencontre Augustin, totalement loufoque, totalement what the fuck par rapport aux autres entrepreneurs qu'il y avait. Ouais. Et on match, et en fait, il me dit, vas-y, si tu veux, viens, boss. Et je fais, écoute, là, je suis chez Decathlon, parce que en fait, c'était stratégique. Je prévoyais d'intégrer Decathlon après mes études, ouais. Mettre un peu d'argent de côté et partir à l'étranger. C'était mon truc, chose que j'ai faite. Ouais. Et donc, quand je suis rentré de l'étranger, je suis parti 1 an en Amérique du Nord, Amérique du Sud avec mon sac à dos. Et j'avais ce Augustin-là que j'avais croisé un peu loufoque. J'ai toqué à la porte à Boulogne-Billancourt et l'aventure de Michel Augustin a commencé. Trop bien. Donc, c'était avant de rejoindre Michel Augustin que tu as fait ton année... Ouais, année un peu autour du monde. C'est pas la meilleure aventure. Enfin, c'était hyper cool, mais
J'ai perdu 10 kilos parce qu'en gros, j'ai fait Pérou, Bolivie, Argentine, Brésil en mode 1,50 € par jour. Ouais. Je sais pas pourquoi je l'ai fait en mode routes. Et ça m'a fait du mal. Mais voilà, mais super enrichissant. Ouais. Et en fait, ça m'a appris une chose, vu qu'on parle à une cible assez entrepreneuriale, c'est que globalement, moi, je n'aime pas faire des aventures seul. Parce que là, tu étais parti tout seul. Je suis parti tout seul. Et ça m'a appris une chose, c'est que je déteste voyager seul. Ouais. Et un peu, ça me guide aussi maintenant dans le business et dans tous les choix que je fais d'un point de vue professionnel. C'est que ça n'a d'intérêt que si c'est partagé. Ouais. Donc l'aventure Michel et Augustin a été hyper intéressante parce que il y avait Augustin, il y avait Michel, et puis il y avait une équipe d'une dizaine de personnes au début. 2 ans en France, 2 ans et demi en France, 3 ans même. Et après, aventure incroyable aux États-Unis, on a développé la boîte aux US. Donc moi, j'étais le mec de la com, on va dire. Augustin, c'était le mec, on savait pas trop ce qu'il faisait, mais il était là. Et Antoine, qui était le commercial. Ok. Voilà. On est partis tous les 3 en mode hyper start-up, entrepreneurial. Moi, je parlais à peine anglais. J'ai cherché le local parce que nous, c'était important un peu le headquarter. Il devait être assez. On appelait ça la bananerie. C'était à Boulogne-Billancourt. Maintenant, c'est ici les Moulineaux. Parce qu'on faisait plein d'événements, etc. C'était un lieu mythique. Donc là, on l'a pris à Brooklyn et on voulait recréer cette image Michel et Augustin à New York. Ouais. Et donc, on a lancé la boîte. Juste quand tu pars aux États-Unis, par curiosité, c'est combien de personnes, Michel et Augustin, à ce moment-là? En France? Ouais. C'est 70, 80. 70, 80. Ouais. Ok. Une bonne trentaine de forces commerciales et 30 au bureau, quoi. Ouais, donc 60 personnes peut-être. Et donc, on part tous les 3 en mode vraiment route, hein, c'est-à-dire on va toquer à la porte petit à petit. Alors, on était dans un certain confort parce qu'il y avait Danone à ce moment-là qui était derrière déjà, qui avait une participation. Ouais. Okay. Donc, je dirais, c'est pas comme si n'importe qui part à New York et essaie de développer sa boîte. Il faut quand même remettre les choses à leur place. Mais on était en mode vraiment un peu comme les débuts de Michel Augustin, c'est-à-dire on va pas griller les étapes. On va y aller step by step. On avait une super réussite avec la signature de Starbucks. Ouais. On avait signé tous les Starbucks américains. Ok. C'était assez fou. En termes de prod, on savait pas faire, donc finalement, on s'était basé sur quelques états au début. Juste, je fais une petite pause parce que ça, c'est quand même incroyable. Faut pas, cet élément-là de signer Starbucks en centralisé, c'est un objectif majeur de beaucoup de personnes qui sont dans l'alimentation parce que ça te donne pavillon sur rue dans un nombre de shops incroyable. Ouais. Donc là, quand tu le décris, je trouve que ça met pas en valeur la complexité que ça a d'arriver à ce stade-là quand même. Bon, après, il faut savoir qu'on n'a pas fait exprès. En fait, c'est grâce à une OP de com. Et là, le mérite revient beaucoup à notamment Augustin et mes 2 collègues de la com que j'avais à l'époque, à savoir Hassan qui bosse toujours avec moi et Charlotte. Pour info, il y a Howard Schultz qui était le CEO mythique qui est toujours, il me semble, CEO mythique de Starbucks, qui est quelqu'un qui tous les lundis matins, en fait, il a une review de choses qu'il connaissait pas. Tu vois, de biscuits, il teste. C'est un steak à fond. Et là, il avait croisé les biscuits Michel Augustin, je sais pas, dans un grocery store quelconque. Et donc, il arrive sur lundi matin, il teste 30 trucs qu'il connaît pas. Et il voit Michel Augustin, tu vois. Et il dit, c'est marrant ça, demandez-leur de m'envoyer des samples. Et donc, nous, on n'avait pas encore les bureaux à l'époque. On faisait des allers-retours sur les salons, tu vois. Et en fait, on a cet email de l'assistante de Howard Schultz qui nous dit, donc en anglais, on a trouvé vos cookies, il aimerait les déguster un peu plus, est-ce que vous pouvez nous envoyer des samples? Et là, Augustin, classique, il dit, mais jamais on envoie des samples. On envoie des gens, on vient. Et c'est là où on a lancé l'opération Aller Howard un café, où en gros, on a envoyé Hassan qui s'occupait des montages vidéo, qui s'occupe toujours des montages de vidéos, là pour Cédric maintenant avec moi, et Charlotte qui était un peu le visage de Michel et Augustin, hyper à l'aise face caméra, qui sont partis et qui ont documenté en temps réel un peu leur aventure. On va rencontrer Howard et on va lui remettre les cookies Michel Augustin. Ouais, donc storytelling à mort. À mort, et faut venir en arrière, et temps réel, c'est-à-dire que tout était en temps réel, c'est-à-dire que c'était du tourné-monté, c'est-à-dire qu'il partait 3 heures, il savait pas où loger, il disait qui peut nous loger, hop, on trouvait des expats sur place, et hop, le soir même, c'était publié, à l'époque c'était Facebook, on n'était pas sur Insta, c'était publié sur Facebook, et engagement de dingue, le truc a pris 3-4 épisodes, jusqu'à le climax où hop, ça marche pas, on se ferait refouler à la porte de Howard. Okay.
triste, on repart à l'aéroport, etc. Attends, parce que vous étiez parti sans avoir le rendez-vous. Non. Vous avez demandé des biscuits, vous avez dit non, on lui envoie pas, mais on y va. Ouais, mais sans rendez-vous. Sans rendez-vous. Okay. Non, sans rendez-vous. L'idée, c'était on toque à la porte du building. Ouais. On savait pas comment c'était compliqué de rentrer dans des buildings de grosses boîtes américaines. Nous, on avait notre petite bananerie à Boulogne, tu vois, on pensait qu'on allait toquer à la porte. Et en fait, très, très compliqué. Et en fait, retour, échec global, mais même malgré échec global, ça avait suscité quand même un engouement assez fort. Et on demandait aux gens de taguer sur les réseaux une photo d'eux avec une cup de coffee, et avec le hashtag « aller au boire d'un café ». On avait eu 300 photos, tu vois. Ouais. Et on avait compilé ça dans un bouquin. On s'est dit, on va lui offrir pour lui montrer, regardez tout ce qui s'est passé et tout. Et en fait, donc échec global parce qu'on se fait refouler par la sécurité et après par le numéro 3 de Starbucks. Charles et Hassan retournent à l'aéroport et là, appel. Et donc ça, c'était filmé en live par Hassan. À ce moment-là, vous avez envoyé non, vous n'avez pas encore envoyé les photos. Non, on les avait dans un book à l'ancienne. Hein. C'était un book qu'on avait imprimé. Et là, appel du numéro 2 de Starbucks qui dit la femme d'Howard a vu votre tapage là sur les réseaux, elle est tombée dessus. Ça a intrigué un peu son esprit. Je vous donne rendez-vous là dans 2 heures. Est-ce que vous pouvez être au bureau, etc. Retournement de situation incroyable. Rendez-vous avec Howard. On lui remet le truc, le book. Et lui, il commence à dire, je me souviens, c'était I'm overwhelmed. Et tu vois, il dit, incroyable ce que vous avez fait. C'est innovant. Puis c'était toujours en mode avec le tablier Michel et Augustin, tu vois, les deux un petit peu fous français. Ouais. Il dit, j'aime bien cette créativité, etc. C'est cool. J'ai un meeting demain avec l'ensemble des top managers US Starbucks. Ouais. Est-ce que ça vous dit de présenter votre aventure, ce que vous avez fait pour intégrer Starbucks? Ouais. Oui, bien sûr. L'aventure continue. Et là, passage France 2 sur le journal de France 2. Parce que je crois que je me souviens de cette partie-là. Non, ça avait, là, niveau média, ça avait la boîte qui part à la conquête d'eux, etc. Mais on était encore en temps réel. Hein, tu vois, je pense que c'est là où le vrai temps réel, nous, on l'a expérimenté à fond. Et que c'était les prémices de ça. Maintenant, c'est assez basique, mais c'était les prémices de ça. Ouais. Le sujet story n'existait pas, tu vois. Le côté Instagram story n'existait pas. C'était vraiment Facebook à l'époque et Twitter. Meeting avec Howard et les 200 top managers, et encore les vidéos sur le web. Et là, tu as Howard qui, après avoir montré un peu tout le truc qu'on avait fait, dit Michel et Augustine, je me souviens, vous serez dans tous les Starbucks des États-Unis. Donc là, un truc incroyable pendant ce meeting-là. Ouais. Et là, donc réussite incroyable. Donc, en gros, campagne de com qui a fait que. Ouais. Sauf qu'après, Hassan Charlotte de retour en France, gros succès. On implante d'abord en France aussi, donc on rencontre le DG France. Et ensuite, attends, je me refais le truc parce que ça date. Hein. Ouais. Et ensuite, on se rend compte qu'on n'est pas capable de produire dans tous les US. Ouais. C'était 3000 points de vente ou un truc comme ça, impossible. Donc, on se focus sur Pennsylvania, New York City et un troisième upstate, je sais plus. Ouais. Avant le déploiement total. Et donc, c'est ça qui a fait que, in fine, on s'est dit, on va s'installer sur place parce que faut contrôler, faut des gens. Donc, voilà, on a commencé un peu vraiment door to door, mais on avait quand même ce gros client Starbucks qui était une belle vitrine pour nous, mais qui, in fine, n'a pas duré pour plein de raisons. La première, c'est qu'ils nous saignaient. C'est-à-dire que au global, une belle histoire marketing aussi, mais derrière. Voilà, in fine, tes Starbucks, ils changent souvent leur. Et si tu voulais rester au global, je peux le dire maintenant sans problème, je pense, c'est que déjà on margeait très peu. Parce que tu es avec un gros, etc. Donc on margeait très peu. Mais de ta petite expérience, ça en valait la chandelle. Ça en valait largement. Moi, je me souviens de Michel Augustin. Dans les trains, dans les... Enfin, tu vois, vous étiez partout à un moment donné. Non, mais ça, c'était incroyable. Mais sous prétexte qu'il nous donnait une visibilité incroyable, il t'imposait un fee sur tout le CA que tu réalisais dans les autres clients américains. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais, donc, quand je te dis te saigner... c'est l'ultra-capitalisme. Ah oui. Ouais. Donc, c'était gentil. Howard, il est très gentil. Mais in fine, donc, une fois que la love story était passée, je te dis, c'était déjà, tu gagnes peu d'argent. Sur les prods, c'était d'un coup, ils se réveillent. Bon, il nous faudrait 200 000 cookies, s'il vous plaît. Tu vois, c'était difficile d'avoir des... Et après, c'était en mode, voilà, tu signes Whole Foods Market, je veux tant de points sur tes ventes de Whole Foods Market. Donc, difficilement tenable à terme. Ouais.
Donc finalement l'histoire s'est terminée, mais magnifique quand même, et on a signé quelques autres gros partenariats, des Delta Airlines, etc., des grosses entreprises aussi. Ouais. Tout ce qui est restauration hors foyer était hyper important. Chez des gros buildings, justement les Morgan Stanley, les grosses banques new-yorkaises, etc. Ouais. Tout de suite en fait t'as 5000 clients, 6000 clients, donc c'était incroyable. Et après on a continué l'aventure, nous pendant 2 ans avec Antoine et Augustin, et on est rentré au bout de 2 ans, on a placé une équipe surtout américaine. Okay. Qui existe toujours, c'est 7-8 personnes. À date, est-ce que ça a pété les US? Non. Ouais. C'est une belle aventure. On a fait quelques erreurs, je pense. On a mis du temps à s'en rendre compte. Mais in fine, faire des cookies au pays des cookies, c'est complexe. Ouais. Et donc, ça n'a pas connu le succès que ça a connu en France. Ouais. Mais il y a toujours, ça vit toujours. Ensuite, j'ai quitté Michel et Augustin pour. Avant de ça, quand même, parce que il y a un moment où tu as évoqué le mot chance pour dire que vous avez eu cette opportunité. Ouais. Et c'est marrant, j'ai mon frère, moi, qui est vachement milieu athlète, etc., donc ancien sportif professionnel, qui dit la chance, c'est la rencontre entre le travail et la motivation. Tu vois, c'est ce moment-là où, en fait, vous avez laissé tellement peu de marge pour pas vous faire remarquer, qu'au bout d'un moment, vous avez été remarqué et que vous avez réussi à remonter l'échelle. Et en fait, c'est juste super important, je trouve, parce que dans un marché, et même pour ton aventure avec Hajime, derrière, c'est comment tu provoques un truc en étant personne, en étant l'outsider complet, et quand même réussir à faire en sorte d'être cette marque-là qui arrive à être vendue. Alors, ça n'a pas été déployé, mais dans tous les... T'as rien qui arrive par hasard. Ouais. Et effectivement, souvent, c'est des petites actions qui, demain, peuvent avoir un impact assez fort. Ouais. Et après, nous, ce qu'on dit souvent, c'est oser ce que les autres n'osent pas faire. On a réussi à oser. Parce qu'il y a aussi un côté, alors c'est un peu galvaudé comme expression, mais c'est ça, sortir de sa zone de confort. Ouais. C'est toujours plus simple d'envoyer des samples par DHL, tu vois, et n'importe qui aurait fait ça. Ouais. À l'époque, partir avec une caméra, je te parle d'il y a 10 ans en arrière, 10 ans en arrière, partir avec une caméra, prendre 2 billets, tu sais pas ce qui se passe, tu publies des trucs sur Facebook, je dis, Instagram Story n'existe pas. Le concept de partager en temps réel, moi je me souviens, j'ai commencé Michel et Augustin, c'était sur Facebook, on demandait aux gens, pour la prochaine mouche au chocolat, vous voulez le packaging bleu ou rouge, choisissez. C'était tu mets le pouce comme ça ou le pouce comme ça si tu choisissais. Et en fait, demander l'avis aux gens sur tes choix, c'était lunaire. Ouais. Maintenant, c'est une banalité sans nom, mais c'était lunaire. Donc pareil, le côté couvrir en temps réel, c'était incroyable. Alors à l'époque, ça se faisait surtout on l'avait fait surtout sur Twitter, parce qu'il y avait un truc, tiens, je m'en souviens, t'as des souvenirs, Periscope. Tu te souviens de ce truc-là ? Periscope. Ça n'a pas pété pourtant, mais ils étaient en avance. Ça a pété, explosé, voilà. Mais pourtant, ils étaient en avance sur le côté vidéo temps réel. Parce qu'après, t'as eu Insta, les stories, voilà. Donc on le faisait avec Periscope, je me souviens. Et après, c'était Facebook, nous, pas mal. Et donc voilà, ces petites actions qui ont entraîné parfois un peu de chance, rencontrer les bonnes personnes, et après surtout oser des choses que on n'osait pas faire. Ouais. Et souvent le culot paye peut-être pas tout de suite, mais au bout d'un moment. J'imagine toi en expérience de vie, tu vois, quand tu me la racontes, moi ça me donne tu vois, en tant qu'entrepreneur, ça me donne les étoiles dans les yeux. Tu te dis, t'as fait ce que les autres n'ont pas fait, t'as réussi là où les autres ont échoué. Tu vas partir, monter un bureau, c'était fou. Été dans la vague tellement excitante du sujet, et tu te rends compte aussi le côté derrière les marques, t'as aussi des individus, et que quand t'as une bascule d'individus, la marque, tout se passe pas aussi bien. C'est là où moi je suis impressionné, quelle que soit la taille de la boîte, souvent t'as quand même les individus qui composent la boîte, c'est l'essentiel. Ouais. Les leaders de la boîte, c'est l'essentiel. Et je reprends l'exemple de Michel et Augustin qui ont quitté le navire depuis quelques années maintenant. La boîte a clairement perdu de sa splendeur depuis leur départ. Ouais. Pourtant, ensuite, tu te dis, il y a Danone, c'est un gros truc, c'est implanté, etc. Ouais. Mais il y a eu un avant-après, dire le départ des bonhommes, quoi. Ouais. Et ça, je le vois aussi dans des plus grosses dans des plus grosses boîtes, tu vois. Alors, effectivement, au niveau startup, c'est un impact très, très fort, mais... Ouais. Donc oui, les gens qui composent la boîte, l'énergie qu'ils en mettent, les people que tu recrutes, c'est le facteur déterminant de la réussite pour moi, clairement. Top. Et donc du coup, toi, fin de ton aventure, comment se passe le moment où tu pars de Michel Augustin? Je sais plus, il y a eu une étape Decathlon. Non, Decathlon, c'était avant. Non, le et Decathlon, après, tu pars direct dans l'entrepreneuriat parce que tu te dis, tu as vu plein de choses. Non. En gros,
retour en France, parce qu'en gros, j'avais un deal avec ma copine de l'époque qui est devenue ma femme, qui était soit c'est elle qui vient s'installer à New York, et on repartait sur un visa, c'était O1 à l'époque, je crois, bref, ou investisseur. Mais ça engageait sur 5 ans à peu près, parce que c'était un sacré coût quand même pour la boîte, et donc c'était pas un visa que tu prenais pour 6 mois, et au bout de 6 mois, tu fais ta life, quoi. Ouais. Donc je repartais pour 4-5 ans, après 1 an et demi, tu vois. Soit l'expérience new-yorkaise était compliquée pour elle, sachant que moi, elle était collaboratrice parlementaire, difficilement délocalisable comme job, tu vois. Ouais. Et donc, elle voulait pas, voilà, c'était compliqué. Donc, l'idée, c'était que moi, je rentre. Et ça tombait bien parce que Antoine rentrait et Augustin rentrait aussi. Ouais. Et après, gros phase, et c'est là où Augustin, moi, reste un mentor pour moi et on est toujours en discute sur pas mal de projets ensemble. Il me dit, casse-toi. Tu vois, mais ce qui est assez ouf, parce que moi, Michel Augustin, j'ai donné mes tripes. Hein. Ouais. C'est-à-dire que c'est New York, je dis souvent aux gens, si vous y allez 10 jours en touriste, vous connaissez mieux la ville que moi. Ouais, moi, j'ai bossé comme un chien, 7 sur 7. Je connais pas la ville. Enfin, je connais les métros, je connais les zones logistiques de Morgan Stanley et de KPMG ou autre. Ouais. Mais Central Park, pas trop. Enfin, tu vois. Ouais, non, je vois très bien. Ouais. Donc, c'était grind à fond. Ouais. Et en fait, il me dit, mais tu vas pas repartir avec des Leclerc, des Carrefour, des trucs comme ça. Même lui, il sentait qu'il était arrivé au bout d'un cycle, tu vois. Ouais. Et c'est la preuve. Et quelques mois après, il partait et quittait la boîte. Donc en gros, il m'a dit, casse-toi. Ça a été compliqué à entendre, mais c'est la meilleure décision que j'ai prise. Et il s'avère qu'à ce moment-là, on toque à la porte aussi. Le patron de Venom, leader mondial des sports de combat, tu vois, qui toque à la porte. Et moi, ancien athlète sport de combat, comme je t'ai cité, directeur de la communication, ça me faisait un step en plus parce qu'il y avait le côté très international de la boîte, parce qu'une boîte française, mais rayonnement beaucoup plus à l'international. Et donc, c'était nickel, tu vois. Donc, j'ai fait cette aventure tout aussi, non, pas tout aussi, qui était 1 an et demi, je pense, 1 an et demi. Ouais. Super enrichissante sur bien des aspects, un peu moins sur en gros j'ai pas rencontré un patron qui m'inspire, donc j'ai préféré partir, toujours par rapport au sujet de bosser avec les gens que t'admires ou que voilà. Et tu vois, il y a un adage qui dit que t'es la somme des 3 ou 5 personnes que tu côtoies le plus. Je pense que c'est très vrai, et je voulais pas être cette personne, donc j'ai décidé de partir. Mais ça a ouvert des possibilités incroyables, et c'est là effectivement que la suite après a un sens. C'est que on était dans le milieu des sports de combat, c'est Venom, c'était le leader. Il y a peu d'argent, à part dans leur boxe anglaise à l'époque. Il y a peu d'argent, et donc tous les champions du monde de toutes les disciplines, je les avais en WhatsApp. Si demain je voulais faire un photoshoot, une vidéo, les mecs ils couraient, quoi, tu vois, parce que en fait t'avais personne qui les mettait en avant. Donc nous on faisait plutôt bien les choses, donc il y avait qu'à toquer à la porte. Donc c'est là où j'ai rencontré, et ça reste ma plus grande satisfaction et le meilleur souvenir que j'ai avec Venom, c'est rencontrer les athlètes. C'est là où je rencontre vraiment le haut niveau dans un milieu qui sont les sports de combat. Et donc hyper enrichissant, parce que je suis parti en Thaïlande dans des camps thaï avec des Thaïlandais, comme je suis parti en Biélorussie avec l'un des potes du dictateur qui est champion de kickboxing et qui est lui pour le coup adorable. Mais toi, avec ton background, c'est la vie de rêve. Enfin, nickel. Los Angeles pour le jiu-jitsu brésilien en mode surfeur, etc. J'ai fait des interviews, tu vois, Evander Holyfield, boxe anglaise à New York. Incroyable, tu vois. Et puis surtout, c'est hyper enrichissant dans la mesure où, si tu connais les sports de combat, tu le sais, mais un Holyfield en anglaise, ça n'a rien à voir avec un mec qui fait du jiu-jitsu en Californie. La culture est différente, l'état d'esprit est différent, l'entraînement est différent. Du mec qui fait de la boxe thaï en Thaïlande, du karatéka, enfin voilà, ça n'a rien à voir. Donc c'est des sports qui sont des sports de combat, mais très différents. Et donc hyper enrichissants, et surtout des gens qui sont d'une incroyable humilité. Et donc ça reste mon meilleur souvenir, et je suis toujours très proche de la plupart de ces combattants, de ces athlètes. J'en suis parti pour les raisons que je t'ai citées. Après, pour te la faire un peu plus rapide,
c'est là où, en gros, alors je pars avec ma rupture conventionnelle, je mets les trucs cartes sur table, ce qui permet de donner un petit confort sur la réflexion. Ouais. Si on parle à des entrepreneurs, c'est quand même un sujet. Ouais. Et là, avec Augustin, on avait un truc qu'on avait... Petite parenthèse, les avantages du modèle français, c'est à ce moment-là. Les désavantages, c'est quand tu commences à réussir. Mais quand même, moi, cette période-là, pour ma transition de passer de employé à entrepreneur, super important, ce moment-là. Incroyable. Ouais. Donc moi, je pars là-dessus. Donc on se dit que j'ai quand même un peu de vision sur, enfin, un petit confort sur qu'est-ce que je peux faire par la suite. Et bien sûr, j'étais toujours en contact avec Augustin. Ouais. Et là, on avait un projet qu'on avait eu à l'époque chez Michel et Augustin qui était jamais sorti, qui est de créer un événement un peu incroyable, très sur le dev perso. À l'époque, c'était ça. Ouais. Et en fait, que moi, j'ai voulu twister au gré des rencontres, qui était un événement qui s'appelle La Claque. Qui était en gros de prouver qu'on peut tous agir sur les enjeux sociaux et sociétaux par notre métier, par notre passion, par notre talent. Et l'idée, c'était de prendre un Bercy, qu'on avait fait, et d'avoir un Emmanuel Faber qui parle d'entrepreneuriat social, d'avoir un Teddy Riner qui parle aussi de ces sujets-là d'implication du sportif dans les enjeux de société, d'avoir un concert de Mathieu Chédid qui est hyper impliqué aussi sur ces sujets-là. Donc un espèce de, tu vois, depuis il y a eu des comment il s'appelle cet événement un peu très sur l'économie sociale et solidaire qui a lieu au Grand Palais. J'ai oublié le nom, mais voilà, c'était un endroit un peu festif avec des talks, avec des conférences, mais aussi avec un espèce de show, tu vois, à la croisée de conférences TED, de conférences de Tony Robbins, parce qu'on avait été marqué par ça aux États-Unis. Ouais. Et voilà, on voulait faire, tu prends ça, tu shakes, tu prends un shaker, et tu sers ça, et ça faisait la claque. Ouais. Sauf que la claque s'est prise une claque parce que lancer ça en période Covid compliqué. Donc moi, j'ai bossé 1 an et demi sur le sujet, à repousser la date qu'avec des bénévoles. On était tous bénévoles. Ouais. Et à terme, c'était plus viable. Donc j'ai dit stop au projet. Moi, c'était fatigant. Tu vois, moralement, c'est épuisant. C'était très dur. Ouais. Faire de l'événementiel pendant le Covid, il y a mieux comme product market fit, tu vois. Ouais. Donc, mais pourtant, on était déter, mais personne se rémunérait sur ce projet-là. Et donc, a fallu un peu maintenant passer un peu, on va dire, aux choses sérieuses. J'ai créé Hajime par la suite. Ouais. Voilà. Et donc pour résumer, juste un petit, pour contextualiser pour les auditeurs, Hajime, c'est ta boîte où notamment il y a parmi les entre autres Cédric Doumbé comme athlète. Ouais. Donc Hajime, c'est en fait c'est une boîte qui s'est créée toute seule en fait. J'avais jamais bossé avec une agence. Je sais pas ce que faisait une agence. Mais effectivement, je donnais des coups de main à l'époque à notamment Cédric. Ouais. Et certains faits d'armes qu'on a fait ensemble ont fait que ça a créé Hajime derrière et que j'ai développé la boîte. Oui. Voilà. Et qu'elle a été d'abord plutôt sur du travail avec des marques notamment. Okay. Et qui maintenant s'est orientée plutôt vraiment du management d'athlètes. Ouais. Dans des disciplines qui sont surtout celles qu'on n'attend pas. Okay. Notamment pas le football. Et mon domaine de prédilection, évidemment, de par mon background, sont les sports de combat. Et j'ai eu la chance et la visibilité que je donne à mon travail est plus via un athlète de sport de combat, effectivement, qui est Cédric Doumbé, que j'ai connu donc il y a 6 ans en le signant à l'époque chez Venom en tant que sponsor. J'étais le sponsor Venom, tu vois, je dirigeais la com de Venom et donc je l'ai signé. Okay. À l'époque, il avait 300-400 € par mois. Ouais. C'était ça le deal, hein. Ouais. Donc tu vois, on avait des gens facilement. Et en fait, quand j'ai quitté Venom, son contrat s'arrêtait. Et il m'a dit, tu me conseilles de faire quoi, etc. Et je dis, moi, je pense que je peux t'avoir mieux en termes de contrat. Et surtout, on avait bien fité avec Cédric à l'époque. Je me souviens, je le conseillais un peu sur ses réseaux, etc. Et j'étais allé le voir. Il combattait au Glory, au Zénith. Et il gagne son combat, KO 2e round. Et en fait, moi, j'ai toujours l'habitude d'envoyer des messages le mercredi, en général, aux combattants. Parce que le samedi, tu gagnes, tu perds, mais t'as le show. Le dimanche, t'as la redescente. Le lundi, t'as tous les messages de tout le monde. Ouais. Mardi et mercredi, t'as plus personne, global. Voilà. Et donc, moi, j'envoie le mercredi. Ouais. Et je me souviendrai toujours, il me dit, c'est le message que j'attendais. Et je me souviens, moi, j'avais dit, t'as déconné, t'aurais pu faire ça au premier.
Genre pas bravo, incroyable, machin. J'ai dit, t'as déconné. L'entrée, t'aurais pu faire beaucoup mieux. Là, tu t'es chié. Là, derrière, qu'est-ce qui est... Enfin, je me souviens, le côté un peu le remettre en question, critique. Ouais. Et il a dit, c'est ça que j'attendais. Ouais. Et in fine, je l'ai aidé sur 1 truc, 2 trucs, 3 trucs. Ouais. Et maintenant, on est assez inséparables. Et l'aventure qu'on connaît maintenant, à l'époque, Cédric Doumbé, c'était pas connu. Maintenant, je suis encore surpris de voir à quel point maintenant, effectivement, la notoriété est devenue plus grandissante. Et donc, Hajime s'est développé avec d'autres athlètes. Donc, tu construis Hajime sur la base de Cédric sera ton premier client au sein d'Hajime. Oui, en et après, tu dis, OK, gros, je vais répliquer un modèle. Mais c'est intéressant de nous. Je te dis ça parce que quand j'ai été de l'autre côté, moi, du micro, il y a pas longtemps, et j'expliquais, en fait, je trouve qu'il y a rien d'héroïque au fait de créer une boîte, tu vois. Il y a souvent on me dit entrepreneur, machin truc. Ouais, non, en fait, c'est la construction naturelle de tout ce que tu fais en amont, où à un moment tu as une opportunité et puis après tu dis bah ouais, là toi tu as le bon athlète pour créer le bon modèle et ensuite avancer ensemble. En fait, j'avais ça mais j'ai eu un peu le syndrome de l'imposteur malgré tout parce que tu vois, il m'appelait manager à l'époque. Je fais, mais Cédric m'appelle pas manager, je te donne un coup de main. Ouais. C'était ça, je te donne un coup de main. Ouais. M'appelle pas manager, mais il avait besoin, tu vois, de quelqu'un. Ouais. Et je pense qu'il s'est retrouvé en moi. Donc, pendant au moins 1 an et demi, je lui ai dit, m'appelle pas manager. Ouais. Arrête tes conneries, tu vois. Ouais. Mais en fait, il y a eu un élément malgré tout qui a eu. Parce qu'en fait, comme je disais, le modèle agent, je le connaissais pas. Mais il y a quelques années, moi, je lui dis, pour les raisons pour lesquelles j'ai créé la claque, j'ai voulu créer la claque, je dis. Est-ce que tu as envie de t'engager sur des sujets autres que le domaine sportif ? Oui, non. La réponse était oui. Quel sujet ? On a potassé ensemble. Et le premier sujet qui est arrivé, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes. Okay. Le lendemain, j'entends un podcast de Rada Hatem, qui est la patronne de la Maison des Femmes à Saint-Denis, extrêmement engagée sur ces sujets-là, évidemment. Et donc, je décide de la rencontrer avec Cédric et elle dit « Ah, ce serait bien qu'il fasse des stories, c'est trop cool, machin. » Moi, je lui ai dit « Non, moi, je suis communicant, c'est ce que je sais faire. Ouais. Et on va faire un truc qui a beaucoup plus d'impact. Parce que un homme combattant, noir, barbu, qui prend la parole sur ces sujets-là, c'est facile. Je veux dire, il n'en faut pas plus un communicant pour faire des trucs, quoi. Tu vois. Donc, je crée un truc qu'on a appelé Bioman, qui est un spot de sensibilisation. Donc l'idée, c'est de faire un truc beaucoup plus gros, qui in fine est passé sur TF1, sur France 2, qui a gagné plein de prix, machin, etc. Ouais. Mais à la base, c'est moi qui l'ai écrit, c'est moi qui l'ai produit, qui l'ai conçu, qui l'ai développé, qui l'ai distribué. Ouais. Donc, et en fait, c'est à la fin, on a eu plein de prix et les autres à côté, c'était les Havas, les machins, les trucs. Ouais. Je me suis dit, en fait, j'ai fait le truc d'une agence, tu vois. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est mindset agence mort, en fait. Ouais. Et donc, en fait, j'ai créé une agence. Ouais. Et en fait, c'est grâce à ce projet-là, le trigger, un peu, je vais dire, plus Cédric qui m'appelle manager, je me suis dit, en fait, David, c'est bon. Ouais. Et donc, j'ai acheté un nom de domaine. En fait, on a gagné plein de prix, mais quand tu devais nommer les gens, il n'y avait pas de nom. Parce qu'en fait, je disais, c'est David Fouché, mais il n'y avait pas de nom de boîte. Ouais. Donc, j'ai pris un nom de domaine, Hajime, parce que pour ceux qui connaissent background de sport de combat, ça veut dire commencer en japonais. Ce qu'on utilise dans les arts martiaux japonais. Et je me souviens avoir acheté le nom de domaine en mode entrepreneurial, et puis c'était parti. Ouais. Voilà. Et juste par curiosité, parce que je te le disais aussi avant le podcast, c'est que naviguant, moi, dans l'industrie du sport et beaucoup plus proche des sports traditionnels, entre guillemets, foot, etc. Ouais. Les sports où tu as plus de capital. Ouais. Et tu as beaucoup de personnes qui veulent justement faire sa transition en disant, tu as un vrai sujet d'accompagnement d'athlètes, etc. J'ai entendu dans ton podcast chez Pierre, donc petite dédicace à Pierre de Dream Team, écoutez aussi la version de David Fouché chez lui, c'était super intéressant. Mais dans ce podcast-là, tu dis, tu as bossé 2 ans et demi avant de commencer à avoir un revenu sur le sujet. Et plus globalement, c'est quoi le business model en sachant que tu n'es pas agent, donc tu n'es pas à signer une commission à la signature, c'est les contrats sportifs de Cédric. Et deuxièmement, ensuite, comment tu fais monter la telle sauce ? Parce que je vois l'engouement autour de la campagne, mais c'est une campagne où j'imagine tu as gagné énormément de notoriété, mais où tu n'as pas gagné beaucoup d'argent par contre dessus. Et donc, comment tu as transformé ça en un business model durable pour Hajime ? Ouais, alors, au global, j'ai malgré tout tiré un trait sur la scalabilité de ma boîte. Ouais. Déjà. Ah bah ça est une de mes questions, parce que toi, finalement, Hajime, c'est énormément de temps pour peu d'athlètes. Non, alors, exactement. Donc, quand c'est OK pour toi de se dire,
la scalabilité a une limite. Je veux dire, t'es droit dans tes bottes, c'est OK. Donc maintenant, c'est comment tu fais ce que tu kiffes avec les gens que tu kiffes dans le périmètre que tu as décidé. Ouais. Voilà. J'ai un modèle qui n'est pas scalable parce que si je voulais qu'il le soit, il faudrait que je fasse de la quantité. Ouais. Donc, il faudrait à minima entre 60 et 70 athlètes. Si je prends pas le football, en l'occurrence, parce que je connais pas trop le football, mais c'est des sommes qui sont dans d'autres sphères. Mm-hmm. Et que je gère surtout, pour 90% de mon temps, l'aspect business, partenariat, etc., qui est le domaine qui m'intéresse le moins. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est de construire des images, des personnalités et vivre l'aventure sportive. Ouais. Donc toi, t'aimes cette partie-là pour que ça naturellement attire les sponsors et que quelqu'un, à la limite, t'aimerais bien que quelqu'un d'autre le fasse. En fait, avec Cédric, au début, on courait aux sponsors. C'est très compliqué. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, on va créer le meilleur produit pour que les gens, après, toquent à la porte. Tu vois, voilà. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et c'est ça que je préfère faire. Donc, tu es dans un modèle où tu as peut-être 10 athlètes qui vont pas tous devenir des Cédric Doumbé. Mais au moins, tu t'épanouis dans ce que tu fais. Tu connais les 10 athlètes comme ton meilleur ami, comme quelqu'un de ta famille. Tu vis l'expérience sport comme jamais. Ouais. C'est-à-dire que moi, Cédric, je vais dans la cage. Je suis dedans, mais littéralement. Je suis pas en costard au bord de la cage. Non. Je suis avec mon téléphone en train de le filmer derrière. Ouais. Et à chaque fois, je vais dans la cage parce que au moment de la décision, je lui souffle dans l'oreille les 2-3 trucs qu'il faut dire, etc. Et c'est ça que j'aime. Ouais. C'est les moments difficiles, c'est voilà. Ouais, c'est toujours vivre en fait de l'adrénaline du sportif. L'adrénaline, aussi, en fait, exactement. Ouais. Je le sens encore plus parce que je suis pas aux manettes, tu vois. C'est pas moi qui mets les droites, donc c'est encore plus compliqué. Heureusement encore. Mais c'est ça qui m'excite. Donc, pour répondre sur ta question sur le business model, soit tu as un business model où tu fais de la quantité et que tu es plus sur soit le domaine purement sportif. Donc, c'est-à-dire, dans notre cas, si tu prends le monde du MMA, parce que c'est le monde qui se développe et je pense que c'est ça qui intéresse pas mal de gens, c'est que tu vas placer ton roster de combattants dans des organisations. Ouais. Et donc là, tu es un peu un agent. Nous, on appelle ça un manager, mais en fait, c'est pas vraiment un manager parce qu'il manage que dalle. C'est que c'est un agent sportif qui va toucher une commission sur les combats qu'il aura placés à ses athlètes. Ouais. Okay. En général, c'est 10%. Voilà. Donc, j'étais au téléphone, alors on se connaît plutôt bien, mais on a peu de liens pro, mais on se connaît bien avec Benoît Saint-Denis, qui est un autre athlète de combattant MMA. Il est à l'UFC. Disons qu'il gagne 100 000 sur son combat, il donne 10 000 à son manager. Voilà, classique. Donc son agent sportif. Donc soit tu fais ça, et il te faut à peu près un roster de 60-70 bonhommes pour créer une agence qui tourne. Soit tu fais le côté pur commercial. Ouais. Voilà. Et là, tu vas chercher les sponsors. Sauf que à date, dans le MMA, il y a très peu de gens qui peuvent vivre des sponsors. Tu vois, donc c'est pas très viable. Donc certaines agences essayent de cumuler les deux, aux États-Unis notamment. Moi, j'ai décidé un autre modèle. J'ai décidé un modèle où je fais pas de quantité, je fais de la qualité, je prends 10 bonhommes et je fais tout. Je fais le sportif, je fais le business, mais dans le business, il y a le côté sponsor, mais il y a aussi de développer des business. Parce que ça, c'est mon truc. Ouais. Tu vois, j'ai d'autres activités et j'aime ça. Cédric, en ce moment, je réfléchis pour développer un business de sauce, tu vois, par exemple. Rien à voir, mais ça m'intéresse. C'est les médias, c'est la communication, la prod de contenu, c'est le juridique, la comptabilité. Ce que je dis souvent, les emmerdes. Il y en a beaucoup. Ouais. Et énormément l'humain. Tu vois. Attends, il y a combien de personnes avec toi ? Parce que tu as deux personnes qui bossent avec moi dans l'équipe et après, j'ai pas mal. Je bosse avec beaucoup de partenaires qui ont des domaines d'expertise différents. Donc, que moi, je manage. C'est ça le vrai rôle pour moi d'un manager, c'est de manager ça. Donc, typiquement, moi, tu vois, si je reprends l'exemple fil rouge de Cédric, je bosse avec un agent qui est spécialisé dans le domaine plus du luxe, tu vois, qui va toucher des marques que moi, j'ai aucun touch point dessus. Ouais. Je bosse avec... Et là, c'est quoi ? C'est un deal de com, apporteur d'affaires ? Il se prend, exactement. Il se prend sa commission, classique. Typiquement, là, j'étais au téléphone ce matin avec Laurent Grégoire, qui est un agent de cinéma extrêmement connu, qui a une société qui s'appelle Adéquate,
qui est l'agent de Vincent Cassel, Romain Duris, enfin voilà, super gars qui lui gère la partie cinéma avec nous. Et lui se prend une commission aussi sur voilà. Cédric a fait LOL. Ouais. C'est pas grâce à moi, enfin c'est grâce à tout le travail qu'on a fait depuis des années, mais t'as créé l'opportunité. Mais lui, il bosse avec Artus, c'est lui qui a placé Artus dans LOL. Il a dit, by the way, il y a Cédric Doumbé, et il a placé Cédric Doumbé dans LOL. Et donc lui, il se prend sa commission, moi je me prends ma petite commission aussi, et Cédric prend le reste. Et donc, pour répondre sur la viabilité... parce que toi, du coup, ton modèle, c'est sur tous ces éléments-là où tu gères énormément de merde. Parce que moi, tu vois, tout le côté administratif, etc., c'est beaucoup en plus de... Enfin, il y a vraiment énormément de choses à gérer dans ce que tu dis. Toi, tu prends des petites commissions un peu sur tout le travail que tu fais autour de... Exactement. Donc, et sur le sportif aussi, et sur les partenariats, et sur les business. Donc, typiquement, sur les business, on est co-owner avec Cédric, etc. Voilà, tu vois. Mais je vais être transparent. Moi, dans ma tête, je me dis, c'est une tonne de boulot pour une rémunération qui doit pas être folle. Donc, c'est vraiment le kiff qui te met. C'est pour ça que c'est pas scalable, et je le fais surtout pour l'aventure humaine. Ouais. Parce que ce que tu dis, tu vois, par exemple, tu vois, à contrariori, ça, je sais même pas si c'est à contrario, voilà, n'importe quoi. Mais bref, tu vois, t'as le côté, par contre, t'es là sur scène parmi les plus gros événements de sport de l'année, c'est quand il y a les combats de Cédric, t'as un storytelling, il y a plein de choses que tu construis. C'est un kiff qui est incroyable, tu vois, Cédric, c'est vrai que c'est un ovni dans ce qu'on a réussi à faire, mais la semaine dernière, t'es au téléphone avec Samuel Eto'o, je suis très proche de l'agent de Conor McGregor, donc tu vois, tu parles de sujet. Moi, tu vois, on parlait avant, j'ai fait STAPS et on parlait d'un prof qu'on avait eu en commun, Yann Dallapria. J'ai fait mon mémoire sur l'UFC à l'époque, tu vois, c'était la politique marketing de l'UFC, parce que j'aimais le MMA, tu vois. Ouais. Et là, maintenant, tu parles à Conor, quoi, tu vois. J'ai fait une visio avec Conor, et tu vois. Donc, c'est marrant, tu vois, mon mémoire de dernière année, c'était le 2e grand club à Paris. Et j'ai commencé par mon stage au Paris FC. Ok. Et là, par contre, il aurait fallu trop de résilience pour être encore à Paris FC, là. Mais tu vois, donc, c'est l'aventure humaine, c'est autant être dans la cage au moment où tu lèves la main que être tous les deux au fin fond de je sais pas où, et de se dire putain, on fait quoi maintenant, parce que c'est vrai qu'il arrive là on a des phases de réflexion qui sont plus sur l'après, et en fait vas-y, est-ce qu'on retourne à la bagarre ou pas, quoi, tu vois. Et en fait ça, faut connaître extrêmement bien les athlètes avec qui tu bosses pour savoir, parce que on fait de la baston, on va pas faire un match de foot, hein, tu vois. Donc tu dois connaître un petit peu ce qui s'est passé avec Baki, par exemple, tu vois, les Charles. C'est tout con, mais ça te change une vie, hein, ça te change une carrière, des conneries comme ça, tu vois. Donc, c'est des choix qui sont très difficiles, mais à la fois, c'est hyper passionnant. Et en même temps, tu tisses des liens incroyables, tu vois, je crois que je l'avais dit à Pierre, je me souviens, mais Cédric est très peu prolixe sur les compliments. Mais je sais ce qu'il pense, tu vois. Et on a sorti un livre, parce que je voulais qu'on fasse un livre. Donc, on a fait un livre sur lequel, à la fin, je lui ai dit, vas-y, écris au moins la page des remerciements, tu vois. Donc, là, il écrit avec ses mots. Et je me souviens pas ce qu'il dit exactement de moi, mais il me dit, la personne sans qui j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait, tu vois. Et en vrai, il a raison. Parce que c'est une application qui est incroyable. C'est le matin, je bossais avec l'Asie parce qu'on était en procès avec notre ancien employeur sur Singapour, donc tu fais ça. Le midi, t'es en train de faire les vidéos YouTube, et moi, c'est moi qui uploadais les vidéos YouTube, etc. Machin. Moi, là-bas, c'est la com, mon truc, donc on faisait ça et tout. L'après-midi, j'étais en discussion avec le PFL, parce que ils sont aux États-Unis, et donc tu vis sur 3 fuseaux horaires, c'est une application totale. Mais à la fois, c'est passionnant. L'autre athlète que je mets un petit peu en avant pour d'autres raisons, c'est Lia Bavoil. Autre sport qui était à la base de niche aussi, mais c'est une femme, elle est juive, Cédric est musulman. En fait, c'est tout. Mais tout ça fait que c'est hyper passionnant. Donc voilà, c'est l'aventure humaine avant tout. Est-ce que demain, je peux en créer une agence qui fait... dans ce modèle-là, qui est extrêmement scalable? Non. Mais c'est un choix que je garde. À côté, j'assure mes arrières sur d'autres sujets.
qui fait que demain, si les 5-6 athlètes qui pètent que j'ai décident d'arrêter leur carrière, j'ai pas de problème. Voilà. Mais c'est un choix. Donc c'est accepté, tu vois. Mais c'est intéressant parce que, encore une fois, moi, je suis frère de footballeur, donc je vois bien ce côté-là. Et ton côté, pour revenir à ce que tu disais, syndrome de l'imposteur, en fait, c'est marrant parce que tu te dis, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu viens juste en étant réaliste, en étant pas un cheerleader, mais tu vois, en étant pragmatique sur ton analyse du truc. Exactement. Ensuite, tu appliques bien des choses. Tu sais juste profiter de savoir parler. Et cette adaptabilité-là, en fait, c'est super intéressant de savoir et parler à l'athlète et comprendre le business. En fait, toi, ça a l'air d'être rien de compliqué, mais en fait, quand tu comprends toutes les pièces du puzzle que tu es en train d'assembler, en fait, c'est ça la complexité et c'est ça la difficulté. Moi, j'ai le seul talent que j'ai, je pense que c'est que grâce à Michel et Augustin, le côté oser ce que les autres n'osent pas faire, je l'ai totalement inculqué et je le fais dans tout ce que je fais. Que Augustin, parce que j'ai eu la chance d'avoir ce mentor-là, m'a permis d'avoir une vision avec une ambition assez forte. Surtout, tu vois, la claque, je te parlais de la claque, on va pas prendre la petite salle pour tester le truc, non, on va prendre Bercy, direct, tu vois. Cédric, c'est la même chose. Vas-y, on y va all-in, quoi. À un moment, on s'est posé, on s'est dit, vas-y, est-ce qu'on fait du MMA, quoi, tu vois, c'était 10 fois champion du monde de kickboxing, voilà. Donc, et ça, la décision d'aller dans le MMA, c'est fait en resto un soir, tu vois. Donc, et puis c'est des choses fortes aussi, tu vois. Tu disais ton engagement contre les femmes battues, etc. C'est toi en fait qui est derrière le fait de dire, on va aller voir le coach d'Ngannou et on va. Après, t'as l'image. Moi, je sais, oser des choses. J'ai le produit excellent qui me permet aussi de matcher avec mon envie de faire les choses. Donc, la rencontre a été incroyable. C'est pour ça que ça marche très très bien, je pense. Et que lui qui était dans les starting blocks pour exploiter son potentiel, moi je lui ai donné le feu vert pour l'exploiter en fait. C'est ça. Et des outils un peu plus, des idées un peu plus. T'as envie effectivement de t'engager, vas-y, on va faire un truc, ça va passer dans toutes les télés. On sait pas où signer, vas-y, on va demander aux gens. Tu sais, je te disais l'exemple de la mousse au chocolat à l'enseigne où tu disais packaging bleu ou rouge. Là, on va demander aux gens où est-ce que tu dois combattre. Quelle organisation tu vas choisir? Jamais, je ne crois pas que ce soit, tu vois, comme si le footballeur, il disait, vas-y, j'ai quel club, tu choisis, tu vois. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a fait une vidéo YouTube, je me souviens, on a toujours tourné chez Webedia à l'arrache, avec Hassan, donc qui était le monteur de Michel et Augustin, et on fait les 3 scénarios, et on se dit, vas-y, on peint les scénarios, et puis si les gens pensent ça, on fait ça, tac, tac. Et in fine, on demande aux gens, on met un typeform. Moi, je fais le typeform. Alors, on s'est pris une petite sauce derrière parce que par réflexe, je dis, vas-y, je demande les mails aux gens. Je l'ai fait dans mon salon, le truc. Boum. J'upload le soir. On envoie le truc. 200 000 répondants, tu vois. Et ça, c'est marrant. Tu l'enseignes pas, mais toi, non, on a fait que de tenter des choses. Et en fait, c'est, voilà, moi, j'utilise beaucoup des choses d'enseignement que j'ai eu dans d'autres expériences, qui n'ont jamais été vues dans le monde du sport, et que font que quand tu as un mec comme Cédric, ça fait mouche. Et voilà, et on a fait, il y a plein de trucs comme ça. Tu vois, quand tu fais des histoires de matelas, de livraison du matelas, des histoires d'aspirateurs, des histoires d'ambulance, ça, c'est des délires. Ça, c'est mes idées. Sauf que si j'ai pas un Doumbé pour les exécuter, ça reste en l'état d'idée, tu vois. C'est vrai qu'il est toujours chaud. Tu vois, toujours chaud. Mais c'est marrant comme tu vois, ces petites pastilles-là, t'as été tellement un sujet de conversation. Moi, je me souviens, après le combat de Jordan Zebo, tu te souviens mais pas du nom de l'adversaire. Je te jure, le lendemain, je vais jouer à Créteil au foot. Et t'avais des jeunes, et les gens criaient t'es mort. Pourquoi? Saint-Cloud, t'es mort. Pourquoi t'es mort? Tu vois, typiquement, il y a plein de trucs. Mais attends, Cédric, petite parenthèse. Putain, dans le côté être dans la pop culture, tu vois, putain, quel. Mais tu sais pourquoi ça date de ce truc, c'est aussi simple que tout. En fait, c'est aussi des contraintes qu'on utilise pour. Cédric est musulman. Il a décidé de plus écouter de musique. Un choix, voilà. Quand tu rentres en combat, t'as une musique d'entrée. Sauf qu'on pouvait plus mettre les musiques.
Tu vois, comme les vidéos YouTube, tu regarderas toutes les vidéos YouTube qu'on fait, on met pas de musique, on met de l'instru et on met de la percussion. Là, il s'avère que Bafana Bafana de La Fouine, c'était possible parce qu'on met pas les paroles et on met la percussion. Sauf que je dis à Cédric, putain, c'est plat de ouf ton truc, ça fait chier, quoi. Tu vois. Donc là, je lui dis, est-ce que je t'enregistre pas à faire tous les petits délires qu'on a, c'est par la force, les angles morts, good job, tout ça, machin. Ça parlera à ceux qui... Mais tout ça, c'est ton lexique que oui. tu... Ouais. Et en fait, est-ce qu'on prend pas tout ça, on le recorde, et en fait, on va faire du ping-pong avec le public. Ouais. Et donc, pareil pour le Jordan. On attend. Je demande à Cédric de s'enregistrer avec son iPhone. Je l'envoie à Hassan, il fait le montage, on rajoute des trucs, machin. La conférence de presse d'avant-combat, je dis à Cédric, place, vous allez voir, je vais dire à Jordan, comme ça on est sûr, parce qu'au début on s'est dit, on va faire un beat, tu vois. Donc je lui dis, vas-y, place le truc comme ça, tac, tac. Et in fine, c'est devenu notre marque de fabrique de musique. Ouais. Alors au début, c'était une contrainte parce qu'on pouvait plus utiliser les musiques parce qu'il était musulman. Ouais. Et tout est ça. L'histoire du matelas, je signe un deal avec Emma Matelas. Je me dis putain, mais comment on va placer un truc comme ça, compliqué quoi. C'était 10K, hein, c'était pas non plus voilà. Ouais. Dans une vidéo YouTube. J'espère que tu as eu un pourcentage à la commission parce qu'à mon avis ça a dû... Alors non, l'histoire est moins. Je suis pas intéressé par l'argent, mais en gros, moi je vais faire du business avec toi, David. Mais je leur dis. On va faire un truc, on va dire qu'on va mettre l'adversaire KO, il va bien dormir et on lui a préparé son matelas parce qu'on est altruiste, etc. On aime faire les choses bien. Et j'arrive avec Cédric pour qu'on tourne le truc, sachant que Cédric, je le préviens toujours la veille, je lui dis on va faire ça, et il est toujours chaud. Donc, et je lui dis vas-y on tourne ça, et je lui propose, viens, je fais livrer. Et tu vois, le matelas à l'adversaire, dans son gym, là où on a un conflit, machin. Ouais. Et il pensait pas que l'idée était bonne, tu vois. Mais je dis vas-y viens, on le fait et tout, et on filme en caméra cachée la livraison. Ouais. Et en fait, quand j'y pense là, la livraison, c'est la même histoire que la livraison des cookies avec Starbucks. Ouais. C'est le même délire, c'est osé. Ouais. Alors oui, on aurait pu juste faire le délire, tiens, on fait une story avec un matelas, tu vas dormir. Ouais. Mais non, on va prendre un chauffeur, on va faire livrer, on va faire une caméra cachée, on va filmer la réaction de Zebo, et on va le mettre sur le truc. Ouais. Et ça a pris. Et après, on s'est dit, vas-y, on va jouer là-dessus. On fait les oreillers avec la tête de l'entraîneur. Et in fine, c'est Cédric. Je crois que j'y avais peut-être pensé, mais je ne pensais pas du tout aller jusqu'au bout. De toute façon, vous êtes oui, on est un binôme. La veille du fight... la veille du fight, il me dit viens vas-y David, je prends le matelas et je le ramène. Et le plan c'était de prendre le matelas jusqu'à la cage et quand il le cahotait, de remettre le matelas dans la cage. Ouais. On était vraiment allé loin. Et en fait, donc moi le matin même du fight, je vais chercher des draous. J'ai Abdellah qui en bosse qui commence à appeler pour mettre des logos sur le matelas, tu vois. Tiens. Ouais. Et puis ça a marché, c'est pour ça qu'il y a une petite balance en fait. Voilà, c'est El Nabil des parfums. Et c'est Hassan qui, dans le vestiaire, ça, j'ai des photos et tout, hein, dessine le logo et marque Jordan t'es mort, tu vois. Et moi je cache le matelas parce que je voulais garder la surprise. Tu citais Stéphano, je m'entends très très bien parce que évidemment tu connais tout l'écosystème, donc je m'entends très très bien avec le patron des RMC de l'époque. Ouais. Et tous les mecs, je leur dis les gars, si vous fuitez une image de ce truc-là, parce qu'ils m'avaient vu avec le matelas en train de le porter, machin et tout, c'est fini les interviews, etc. Donc ils avaient gardé le truc secret. Et là on arrive avec le truc carton plein. Ouais. Bon, Cédric le KO au bout de 9 secondes, là l'histoire intervient la chance aussi parce que t'as Mbappé qui est là. Ouais. Mbappé, moi j'étais en contact avec le directeur de la com du PSG. Les mecs me disent vas-y, on a fait match nul pour l'image, faire le fanfaron après dans une salle de MMA alors qu'on vient de faire match nul, compliqué. Ouais. Sauf que t'as Kylian et c'était Hakimi, je crois. T'avais tout le PSG, mais en fait, Kylian et Hakimi, ils voulaient vraiment venir. Ouais. Et donc les mecs ont pris un jet, parce que le match terminait à 19h ou 20h. Ils ont pris un jet, direction le Bourget, ils sont venus après au fight. Malgré, tu vois, alors qu'on pensait pas qu'il viendrait, mais coup de chance, tu vois, parce que en fait le combat a eu cet impact-là parce que t'as la réaction d'Mbappé derrière qui a fait le tour du monde aussi, tu vois. Donc oser a permis d'avoir un peu de chance derrière, récompensé par un peu de chance. Et après, on voulait balancer le matelas. Et là, ceux qui checkent bien les images peuvent le voir. Je suis là avec le matelas, j'essaie de le balancer par-dessus la cage. Ouais. Et en fait, il y a le patron du PFL qui me dit « Non, David, non, non !» Puis je comprends pour l'image, c'était pas ouf. Ouais. Mais sous l'adrénaline, voilà. Tu tentes le truc. C'est pas plus mal qu'on l'ait pas fait. Quoi. Ouais. Voilà. Mais j'avais une question avant qu'on finisse sur une ou deux questions MMA.
j'avais une question qui était où commence et s'arrête ton accompagnement. En fait, t'es sur tous les sujets. T'es sur tous les sujets avec Cédric. Et vous avez une relation en fait qui est à la fois professionnelle, mais ouais, qui est de l'ordre de l'amical, pour revenir à ce que tu disais, parce que il est venu à mon mariage, Cédric. En fait, pour répondre à la question, il s'arrête là où l'athlète a envie que ça s'arrête, tu vois déjà. Maintenant, moi, est-ce que j'ai envie de mettre des frontières? Non. Certains, je sens qu'il faut un peu plus de pudeur. Cédric, non, c'est mon frère, tu vois. Je suis pas croyant, mais je connais extrêmement bien l'islam parce qu'il est musulman. Donc, c'est peut-être dire que je me suis impliqué aussi dans sa spiritualité parce que ça change tout. Je cite la musique, mais c'est un exemple anodin parmi énormément de choses, comme tu peux l'imaginer. Et donc, moi, à la base, c'est le fameux coup de main du départ, tu vois. Moi, je suis là pour te donner un coup de main sur tout. Tu vois. Et mais t'as donné avant de recevoir et après. Oui. Maintenant, et quand il chie sur dans la colle, on dit. Là, en ce moment, typiquement, il fait des choix que je partage pas. Je lui dis, tu vois. Et en fait, un peu à l'image encore une fois, du combat où on a commencé à bosser ensemble. T'aurais pu le chaoter au premier, t'as déconné. Bah là, je suis toujours là en disant mauvais choix de carrière. On va dans le mur. Et c'est ça qu'il a besoin. Parce qu'en fait, on est dans des sports, contrairement au foot, où t'es très peu entouré, où t'es très seul, très très seul. Combat, c'est pour ça qu'in fine, moi j'ai énormément de respect pour lui et pour les athlètes, parce que la cage, t'entends le verrou de la cage, hein. Tu l'entends. Et moi je préfère être de l'autre côté, hein, tu vois. Avec mon téléphone, je filme, mais in fine, t'es quand même très très seul. T'es seul dans ton lit, à pas avoir mangé depuis 2 mois, à perdre 15 kilos, à devoir être entraîné à 8h du mat le lendemain. Enfin, je veux dire, c'est dur. C'est très dur. Et nous, contrairement au foot, remplaçant, ça n'existe pas. Tu peux pas être sur le banc et gagner bien ta vie. Dire, si tu combats pas, tu gagnes rien. Donc Cédric, on a fait un produit entre guillemets qui permet maintenant d'avoir des sources de revenus extérieures au monde sportif. Maintenant, on est conscient que malgré tout, le développement et la réussite dépendent de cet embryon sportif toujours. Demain, s'il arrête sa carrière sportive, c'est un sujet. Bien sûr. Le comparatif avec les très gros joueurs de football très talentueux, alors là où la comparaison va pas, c'est que Cédric, c'est un très talentueux qui est au top niveau de son niveau, et que moi je suis en train de te le comparer à un joueur moyen de football, mais tu vois, pour être très proche de ce milieu-là du football, pas facile non plus, tu vois. Et il y a plein de choses où, tu sais, j'en parlais récemment avec un ami. T'es remplaçant dans ton équipe en Ligue 1, le lendemain tu dois jouer avec la CFA à Châtellerault, après avoir foutu en l'air ta soirée, le lendemain tu sais que tu vas être nul, et le surlendemain va falloir que tu sois bon encore à l'entraînement, et puis là t'es au placard pendant 3 mois avec un coach et tout. Tu vois, mentalement il y a des moments, enfin tu vois, il y a plein de choses qui sont dures à mon avis à tous les niveaux. Par contre t'as le dégât physique, le dégât physique, en plus cette réalité là elle est quand même t'as ça, t'as la vindicte populaire, mine de rien, qui arrive à un niveau peut faire mal quand t'es pas habitué, tu vois, par exemple. Je pense que quand même des grands footballeurs sont habitués des médias depuis tout petit à, s'ils sont mauvais, ils se font défoncer. Mais quand tu as une médiatisation rapide, tu vois, par exemple, Benoît Saint-Denis, je sais qu'il a quand même très mal vécu ce qui s'est passé suite aux défaites. Sur les réseaux, il s'est fait massacrer. Je veux dire, personne n'est prêt à se prendre un lynchage, même s'il est derrière un écran, tu vois. Parce que ta médiation est soudaine, tu vois. Et ça, faut quand même être blindé là-dessus. Et nous, dans le fight, tu combats 2 ou 3 fois dans l'année. Donc tes pics d'adrénaline, ils sont durs à réguler. C'est ça. Et malgré tout, alors en foot, j'entends effectivement, t'as raison. Seul truc, c'est avec un peu de chance, tu rejoues le week-end d'après. Et tu peux effacer l'ardoise. En fight, regarde l'épine. Ça dure longtemps. L'épine encore, tout le monde m'en parle.
Donc voilà, c'est ça qui est assez complexe, c'est qu'il y a un côté être au rendez-vous à l'instant T qui est très stressant. Et c'est pour ça que je reste, et je pense que c'est aussi pour ça que on réussit plutôt pas mal, c'est que j'ai une estime profonde des athlètes, et que voilà, je trouve ça incroyable ce qu'ils font. Et donc voilà. Ouais. Tout simplement. Et puis moi il y a quand même un truc ça va avec des côtés négatifs, mais moi c'est marrant dans mon aventure entrepreneuriale, l'adrénaline que tu dois encore réussir à avoir toi de par ta position, être dans la cage, ce sentiment-là, il est tellement dur à retrouver que tu ne le retrouves pas de manière commune dans le monde du business. Et ça, c'est quand même un truc assez génial. Juste parce qu'on a que 5 minutes pour finir là. Moi, il y a un truc qui m'intéresse vachement dans le MMA, c'est que, on en parlait aussi un petit peu avant, c'est que quand on voit comment tu accompagnes Cédric, quand on voit un peu derrière l'écosystème je te parlais de Cyril Gane avec David Gane à qui je passe le bonjour, tu vois, je trouve que c'est un écosystème où les gens sont plutôt très bien entourés, ou en tout cas, tu as un certain nombre d'athlètes qui sont pas trop mal entourés sur le territoire français, je trouve, de ma vue de non-connaisseur, mais ça, ravi pour toi de débattre là-dessus. 2 questions. Où est-ce que tu vois le MMA avancer? Parce que je trouve que quand tu as un tel dérèglement des intérêts financiers de l'organisation par rapport à l'intérêt des athlètes, je pense que ça crée toujours une énorme opportunité pour un gros changement. Et de 2, c'est ce côté, est-ce que tu penses que... réponds-moi à la première déjà. Alors, à contrario, je pense que les athlètes sont assez mal entourés. Ceux qui sont plutôt bien entourés se comptent sur les doigts d'une main, tu vois, en MMA en France. Ouais. Parce que c'est les très grosses. C'est les plus gros. Ouais. Alors Cyril est un exemple, parce qu'il est très bien entouré. J'aurais du mal à en citer beaucoup plus. Okay. Après. Il y a des gens qui font du très bon boulot et qui sont aussi, parce qu'ils sont très smart, tu vois, des gens comme Morgan Charrière, qui je bosse sur d'autres sujets. Des gens comme... ils sont de près ou de loin, tu vois, mais moi, après, j'essaye de donner des coups de main encore à d'autres. Ouais. J'étais avec Greg MMA, là, tout à l'heure. Je sais pas si tu vois qui c'est, youtubeur qui est combattant aussi, qui a envie de faire de l'acting. Bah, typiquement, je vais en parler à Laurent Grégoire, avec qui on bosse, tu vois. Et on voit s'il y a des choses à faire. Mais au global, je dirais pas qu'ils sont bien entourés. Je dirais que d'un point de vue sportif, il y a de fortes opportunités qui arrivent. Et donc, ils ont des agents pour pouvoir les accompagner dans leur carrière sportive. Maintenant, sur un côté 360, comme tu peux avoir dans des sports un peu plus aboutis, que tu peux avoir avec des structures établies comme l'INSEP, comme tu vois. Mais c'est marrant parce que toi, moi, c'est super intéressant d'avoir parce que moi, je vois de l'autre côté, les grosses organisations, t'as des gros noms, même, tu vois. Je vais pas les citer parce que ça va me retomber dessus, mais tu vois, t'as des grosses organisations qui sont vachement corporate et en fait, t'as pas ce côté humain, proximité, et en fait, tu deviens. Oui, je comprends. Alors, l'INSEP, effectivement, c'est peut-être pas, mais globalement, non, je pense qu'on est encore une phase de maturité du sport qui est au tout début, où des gens qui ont réussi à s'enterrer bien, il n'y en a pas des masses, et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Le point positif, c'est que le MMA a connu un essor assez fort, et donc il y a de plus en plus d'organisations. Avant, où tu devais partir en Roumanie ou je ne sais où pour faire ta passion, maintenant, tu peux la faire en France, entouré avec un salaire qui est payé, pas dans 6 mois, mais t'es payé après le combat, avec un contrat, etc., etc. Et avec des gens à la tête de ces organisations qui sont des gens sérieux. Ouais. Tu vois, c'est déjà ça. Maintenant, est-ce que tu es bien entouré sur si tu arrives à un pépin, sur le développement de ton image, sur le développement de tes partenariats? À date, je pense pas. Ça, c'était la première partie de ta question. Mais c'est une évolution normale du monde du sport, je pense, parce que on est encore au tout début. Le sport a été légalisé il y a 3 ans, tu vois. Enfin, je veux dire, il faut un peu de temps aussi. Et à date, des superstars du MMA en France, il n'y en a pas non plus 10 000, tu vois. Je sais pas toi, tu peux m'en citer combien? Qui tu peux citer en MMA? Justement, j'allais dire, moi, ma méconnaissance fait que je crois que les 3 que tu as cités,
c'est les seuls que je peux sortir. Genre, je vais connaître. Cédric, Benoît et Cyril. Ouais. Cédric Doumbé, Benoît Saint-Denis et Cyril Gann. Parce que les autres, après, quand je vois leur nom à l'écran, je les connais, je les reconnais, je sais quel genre de combattants ils sont. Mais là, dans le feu de l'action, dans le V, c'est vrai que j'arrive pas à les Donc en fait, tu as encore une dichotomie très forte entre la réussite médiatique du sport et l'impact réel business à la fois pour les athlètes et pour l'environnement du sport. Voilà. Il est fédéral depuis très très peu. Je te parle français. Français. C'est encore des gens qui vivent, des athlètes qui vivent du MMA aujourd'hui, qui vivent correctement du MMA, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas riches, mais qui n'ont pas besoin de faire autre chose à côté. Tu dois en avoir une bonne dizaine. C'est peu. C'est pas une équipe de foot, tu vois. Donc non. Et en plus, c'est pas des grosses sommes. Et c'est pas des grosses sommes. Et si tu combats pas, tu te blasses. C'est pas ton assurance, c'est terminé. Donc non, ça reste très précaire. Et il faut faire attention. Il y a une réussite médiatique. Il y a un acteur, notamment RMC Sport, qui fait maintenant sa ligne éditoriale très fortement sur les sports de combat. Ils ont perdu le foot. T'as DAZN qui fait aussi pas mal dessus. Mais attention, derrière le rideau, c'est encore, on n'a pas Adidas, on n'a pas Nike, on a 0 équipementier. J'invite l'équipementier qui veut sponsoriser Cédric ou Benoît Saint-Denis ou Morgan Charrière ou Greg MMA, qui vous voulez, à me contacter. À date, il n'y a aucun athlète de MMA, même à l'étranger, qui a un équipementier en sponsor sportif, qui a un équipementier sportif. Les mecs se frottent pas au monde du MMA encore, pourtant c'est mainstream. Mais que tu dis que commercialement, enfin tu vois, rationnellement, tu dis que commercialement quand même il y a une opportunité. Donc c'est, mais ça met du temps. À date, c'est tu vois les sponsors. Regarde les sponsors de Benoît, regarde les sponsors. Il y a que Cyril qui maintenant fait un travail d'image qui est intéressant, où il va avoir des sponsors. Je sais qu'il était avec Bose, je crois, ou tu vois des marques assez réputées. Mais les autres, ça va être encore le pari sportif parce que mais sinon ça va être le burger du coin, tu vois. Alors que je me souviens de Cédric pour le suivre depuis un petit bout de temps. Enfin encore faire des juste relais de sandwich parce que c'est la réalité économique malheureusement, tu vois. Donc on en est loin. Et après pour ta deuxième question qui était sur l'évolution du MMA, moi je pense que ça va atteindre un palier. Je pense qu'on fait une discipline qui, pour être totalement appréciée, nécessite d'être un petit peu connaisseur. Et donc, une fois le passage de la surprise passé, c'est-à-dire je le vois en vrai, je vois les mecs se taper dessus, etc. Si t'as pas des porte-étendards très 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 forts, tu vois, un peu comme un Léon Marchand sur la natation ou autre, je suis pas sûr. Parce que le foot, tu peux rien capter au foot. Tu vas regarder, tu vois, l'engouement populaire où tu captes rien, tu vas regarder le match, ce que tu captes, quoi. Le combat, à un moment, s'il n'y a pas vraiment un mec qui t'embarque sur un truc, ou un mec ou une femme, qui t'embarque sur le truc, tu vois 2 mecs se chiffonner, techniquement, tu comprends pas ce qui se passe, alors que c'est extrêmement riche techniquement, mais tu comprends pas ce qui se passe. Donc, je suis sceptique que ça sorte vraiment plus ou autant que le foot, tu vois. Parce que là, j'entends, ça dépasse le foot et tout, machin. Tranquille. Doucement. Tranquille. Mais par contre, effectivement, on a toute entre guillemets, l'audience et la clientèle foot qui captait rien au MMA, qui maintenant te font des leçons de sport de combat sur les réseaux, et qui est une audience intéressante. Mais à date, est-ce que c'est monétisé? Non. Tu vois, tu m'as cité le patron de DAZN là, qui avait parlé de moi. Premier combat de Cédric sur DAZN, 2 millions de personnes sur Telegram. Tu vois, on n'est pas encore dans une audience qui achète, qui paye, on est sur un milieu très populaire du populaire, c'est-à-dire populaire du foot. Tu vois. Et donc, in fine, on n'est pas encore dans un business qui pour moi est viable à 100%. On va se laisser là-dessus, mais ça c'est intéressant parce que quand même 36 ans, je fais de la résistance, je joue encore au foot. Franchement, dans le vestiaire, les gens parlent foot et combat. Et donc, tu vois, moi, j'ai quand même un côté, je me dis, nous, on n'est pas cette génération-là où des gens de ma génération disent, moi, je trouve ça trop violent, ça me parle pas.
tous les jeunes, ils parlent que de ça. Et franchement, j'ai l'impression que ça commence à toucher les CSP+, parce que moi, mes potes de ma génération, qui ont un peu de sous, qui sont allés à des événements, ils y retournent. Ils lâchent pas leur ticket suivant. Écoute, tant mieux. Bah, ça me ferait démentir. Mais je suis tellement dedans que je suis encore surpris, tu vois. Effectivement, moi, je le vois un peu maintenant. Bah, tu vois que tu fais de l'artisanat, toi, et en fait... Ouais, en fait, on a l'impression encore, tu vois, Cédric, il y a peu de temps, je dis, vas-y, on va là, on y va ensemble. Et en fait, non, faut prendre de la sécu. Ouais. Faut anticiper les déplacements. Ouais. Faut pas qu'il fasse de story quand il est sur place, parce que sinon, il y a 300 personnes qui déboulent. Et en fait, ça, tu te rends compte au fur et à mesure. Ouais. Mais oui, on n'a pas vu le boom. Moi, souvent, c'est quand on fait les radios, on va voir Léa Salamé ou les gens comme ça, dire, ah, mon fils, il est fan de vous. Quand il va savoir que je vous ai reçu, on peut faire une photo pour lui. C'est toujours ça. Ouais. Mon fils est. Ouais. Mais c'est pas encore moi, tu vois. Après, ça, c'est, à mon avis, ça reste voilà. toujours comme ça, c'est Mais un oui. truc d'égo, ça. Mais t'as raison, ça se trouve, je minimise l'ampleur et que peut-être ce sera la génération d'après. Ouais. Qui fera que voilà, mais je pense que c'est aussi très dépendant d'un Léon Marchand versus MMA par exemple, parce que nous on n'a pas les Jeux Olympiques, tu vois. Donc d'un mec est-ce que c'est Cédric peut-être, est-ce que c'est Benoît peut-être, est-ce que c'est Cyril peut-être, mais dans la durée quelqu'un qui porte ce sport-là, les esprits comme ça, parce que ça reste quand même un sport complexe et passer l'effet de la surprise, bah écoute, tant mieux. Du boulot encore. Tant mieux, je pense, mais tant mieux. Ouais. David, un grand merci. Ça me fera du taf. C'était super C'était super intéressant de partager ça avec toi. Merci pour aussi le côté vachement transparent dans ta manière de restituer les choses. Donc vraiment un grand merci. Merci Samuel, c'était très sympa et à très vite j'espère. Merci beaucoup. Merci à tous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller liker, partager, échanger autour de vous. Un grand merci, moi, aux équipes La Source derrière qui sont là toujours pour assurer le bon enregistrement et le bon déploiement. Mais voilà, encore une fois, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est ce qui fait la réussite de ce podcast. Allez, à très vite. Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité, sport et tech chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Le Corner. Le Corner.